Bon, bonjour à tous, je m'appelle Audrey. Dans le fond, moi, je suis un petit peu en train de finaliser mes études en même temps que je suis à Hydro-Québec. Donc, j'ai fait toutes mes études au Québec. Ça a été assez direct, le secondaire. Après le secondaire, les DEP puis les DEC que Grégory parlait, c'est que nous, quand on a environ 17 à 19 ans, on va avoir 2 ans qu'on va passer au cégep. Heu, Au cégep, ça va être un moment que si on ne veut pas aller à l'université, on peut se spécialiser un petit peu plus loin. Puis c'est là qu'il y a la possibilité d'aller faire, un certain programme en approvisionnement qui est sur, 1 an plus certains cours de français puis d'autres cours alentours là, donc ça donne un 2 ans total. Puis, dans ce cours-là, ça peut te donner la possibilité après ça d'aller travailler vraiment comme, acheteur, plus opérationnel là, donc passer des commandes, faire de la gestion un petit peu avec les fournisseurs, faire de la gestion de base de données. Donc ça va vraiment, permettre ça. Après ça, moi, j'ai fait, les études, plus générales là, vu que je savais pas trop où je voulais m'en aller. Donc, là, ça va être on va toucher à tout là, de la chimie, de la physique, un peu qu'est-ce que vous faites, en Ontario. Puis après ça, on va moi, j'ai passé à l'université à HEC Montréal. J'ai fait mes 3 ans au baccalauréat en administration des affaires avec un profil plus gestion des opérations et logistique. Puis après ça, je suis allée à la maîtrise, puis c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant. Ma maîtrise, elle a été faite, en partenariat avec Hydro-Québec. Donc, je me suis inscrite à la maîtrise HEC, puis, j'ai fait mes premiers cours. J'ai développé un certain intérêt vers l'approvisionnement, dans le profil de ma maîtrise qui était logistique internationale. Donc ça touche un peu, les relations avec les autres pays, ça va toucher de l'approvisionnement, ça va toucher, un peu de mathématiques, de la planification. Donc, j'ai vraiment aimé l'aspect, approvisionnement. Au début, j'étais supposée faire, une maîtrise sur, l'impact des politiques, l'impact que les dirigeants de pays vont avoir sur le prix des tarifs douaniers. Puis comment est-ce que les entreprises peuvent se préparer à ça. Mais, les enseignants, ils ont pas trop aimé mon sujet parce que ça prend beaucoup trop de professeurs pour, me conseiller et lire ma thèse. Ça prend une personne en politique, ça prenait un économiste, ça prenait une personne en logistique, donc ça ne finissait plus. Puis même une personne, en ressources humaines un peu, puis développement organisationnel, qui étudie vraiment, les personnalités des dirigeants. Donc, mon idée, elle a été refusée. Mais, il y a une autre idée qui est tombée sur la tête qui était un petit peu, l'approvisionnement à Hydro-Québec. Donc, voir comment est-ce qu'on peut aller, être plus responsable dans les types d'achats qu'on va faire. Donc, si on va acheter, par exemple, un service d'entretien ménager, est-ce qu'il y a moyen de prendre, des produits qui sont biodégradables? Est-ce qu'on peut prendre, des grosses bouteilles à place qu'il y ait des petites bouteilles puis qu'on prenne beaucoup de plastique pour ça? Donc, c'est tous des petits questionnements que je vais venir, à me poser dans ma vie de tous les jours, là. Donc, c'était un petit peu ça pour, mon parcours. Je suis encore en train d'essayer de finaliser mes études, là, mais, ça va relativement bien. Tu sais, habituellement, c'est 2 ans, des, études à la maîtrise, 1 an et demi à 2 ans. Puis en travaillant temps plein, presque le bon 3/4 de mes études, je vais l'avoir fait en 2 ans et demi là, donc ça se fait quand même relativement bien. Ok, je vous remercie. Je vous remercie. Donc, j'ai quelques questions à l'endroit de vous deux. J'ai à l'endroit de Grégory, par exemple, vous êtes ingénieur chimique, vous avez fait la gestion, vous avez fait encore des trucs des cours en pédagogie et maintenant l'approvisionnement. Est-ce que vous avez eu, par exemple, des problèmes pour faire un choix? Comment vous faites un choix de carrière? Qu'est-ce qui vous pousse? Quels sont les éléments que vous prenez en compte pour faire un choix de carrière? Choix de carrière. Ok, c'est une bonne question. Oui. Et c'est une bonne question. Et dans mon cas, quand j'avais le choix de carrière, c'est fait au début de ma carrière par mon diplôme de génie chimique, où j'ai commencé dans une PME de l'école polytechnique, une petite compagnie, où j'ai travaillé dans les odeurs. Donc, c'est très bien. On a travaillé sur un brevet, on a fait un nez électronique. J'aimais ça, la R&D. Moi, j'aime beaucoup la créativité, l'innovation, mais ça me manquait un petit peu le côté business dans mon travail. Donc, je suis allé chercher un DESS, un diplôme d'études supérieures scientifiques à HEC. Et là, j'ai pris un cours de négociation.
pendant la journée, pendant que je travaillais en même temps. Donc, je vous conseille toujours d'étudier en même temps. Et là, pendant mon DESS, Joy, j'ai eu un prof qui m'a dit, est-ce que tu cherches un travail? J'ai dit, non, non, j'ai un travail. En ce moment, je travaille, la compagnie s'appelle Odotech. Je ne cherche pas de travail. Tu es sûr? Parce que Bombardier cherche des acheteurs. J'ai dit, ah, Bombardier, ça, je ne peux pas dire non, là. OK. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-bas chez Bombardier? Est-ce que tu parles anglais? On me dit. Oui, oui, ça va. Tu dis toujours oui quand on te pose ce genre de questions. Oui, oui, tu parles anglais. Là, je parle anglais très bien. Je parlais à peine. Je parle beaucoup anglais. OK, mais donne-moi ton CV. OK. 2 semaines après, je lui donne mon CV. Il me dit, est-ce que quelqu'un t'a appelé de Bombardier? J'ai dit non. OK, je vais rappeler. Et là, de fil en aiguille, j'ai fait une entrevue chez Bombardier Aéronautique. Et on me demande à l'entrevue, on me pose une question. Pourquoi tu es là aujourd'hui, toi, justement? Pourquoi tu es un ingénieur chimique? Qu'est-ce que tu fais dans les achats? Là, j'ai répondu, ça fait 20 ans ça, j'ai répondu, il y a une sommité mondiale qui est un professeur du MBA/DESS qui m'a dit que je peux être bon en négociation en business. Ah, OK. Bon. Il me rappelle, malheureusement, monsieur, vous n'avez pas été pris. On a pris quelqu'un avec de l'expérience. OK? Mais on va créer un poste pour vous, junior, et vous allez commencer là-dedans. Donc, mon choix de carrière s'est fait un petit peu au début par je veux rentrer dans une grande compagnie et on verra plus tard qu'est-ce que je vais faire. Donc, j'ai appris sur le terrain le métier d'acheteur. Je suis d'origine brésilienne aussi. J'étais avec ces gens-là, un peu portugais, brésiliens, espagnols, chez Bombardier, de différentes cultures. Ça m'a beaucoup aidé aussi les langues. Et Bombardier avait des usines aussi au Mexique, a des usines au Maroc, donc en Allemagne aussi. Donc, c'était important les langues. Il y avait beaucoup de Brésiliens aussi chez Bombardier à cause de la compagnie Embraer, les concurrents. Bref, donc, je suis rentré là-dedans. J'aimais beaucoup les chiffres, fait que j'aimais finalement un peu moins la négociation. On m'a mis analyse d'affaires, donc business analyst après chez Bombardier. Je préparais les mandats de négociation. Mais mon rêve, Joy, c'était de rentrer dans une compagnie de génie. Et mon grand rêve, c'était rentrer un jour chez SNC Lavalin. Et SNC Lavalin, je n'avais jamais réussi à rentrer. J'envoyais des CV, ils ne me prenaient pas. Et là, un jour, je me suis dit, là, je vais rentrer dans la carte acheteur. Je vais devenir acheteur chez SNC Lavalin. Et j'ai réussi. Je suis devenu acheteur pour des projets de dessalement de l'eau, enlever le sel de l'eau en fait de la mer Méditerranée en Algérie, et je devenais acheteur pour ces projets-là. Très bien. Qu'est-ce que c'est un acheteur dans un projet? Il va devoir parler un petit peu technique, un petit peu, mais mon bagage de génie chimique, je l'avais déjà oublié là. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans les entreprises dans lesquelles j'étais. Après, j'avais du voyagement, il y avait l'époque de Kadhafi en Libye. J'aimais un peu pas trop l'ambiance. J'ai décidé d'aller dans le monde un peu plus public. Donc, je suis devenu acheteur, encore une fois, administrateur de contrat à la STM et à la Société de transport de Montréal, donc pour les métros. On avait une nouvelle ligne de métro qui devait se construire. Donc, vraiment, j'étais le bras droit. Donc, j'ai aidé à monter les contrats. Une petite connaissance légale, mais petite qu'il faut avoir. Il faut vraiment avoir un peu de jugeote, de l'instinct, être rigoureux, aimer ça, négocier un petit peu, aimer les chiffres, aimer la confrontation. Il ne faut pas fuir les conflits, il faut aimer ça un petit peu. Gérer une base de fournisseurs, c'est important aussi. Puis après la STM, après 5-6 ans, je voulais bouger à la STM. C'était difficile de bouger parce que c'est très syndiqué. Et j'ai envoyé mon CV, en fait, chez Hydro-Québec. J'ai envoyé 9 fois le même CV pour le même poste, pour être sûr qu'on me voit. Et à l'entrevue, on m'a pris pour m'occuper de l'approvisionnement dans le bois, donc dans tout ce qui est coupe de branches pour les lignes électriques à l'interne. Et là, maintenant, chez Hydro-Québec, je m'occupe de tout ce qui est un peu plus pédagogie et former les conseillers dans le monde des achats que j'aime plus. Donc aujourd'hui, je suis passé du monde opérationnel au monde plus de coaching et de participer à ce genre de rencontres, ce genre de choses. Donc, ce qui me drive vraiment, c'est au début de ma carrière, c'était rentrer dans la plus grande compagnie que je puisse avec mes compétences et mes contacts. Donc, c'était ça. Puis après, bouger. Si je devais refaire, peut-être la question que tu vas me poser, Joy, c'est si tu devais refaire ton parcours, qu'est-ce que tu changerais? Eh bien, je pense que je serais allé plus vite dans le monde que j'adore, qui est ma passion, qui est tout ce qui est la pédagogie. Donc,
C'est sûr que avec mon bagage de l'école polytechnique, je voulais viser haut très vite. Donc, c'est très bien. Mais si je devais refaire, peut-être j'aurais rentré dans le monde de la pédagogie chez Bombardier déjà. Donc, c'est la seule chose que j'aurais peut-être changé, c'est vivre de la… Comme j'avais identifié ma passion, j'aurais dû capitaliser là-dessus un peu plus jeune. Mais je l'ai fait aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je ne suis pas mort, je ne suis pas triste, là, c'est très bien. Par contre, un conseil que j'aurais, c'est que si tu arrives à identifier ta passion dès le début, vas-y à fond. Là. Pense pas trop au salaire, pense pas trop grande compagnie, vas-y à fond. C'est sûr qu'il faut que tu payes tes dépenses là, à la fin du mois. Là. Mais si tu as identifié une passion qui est en lien avec les grandes compagnies, là, fonce. Donc, c'est un petit peu ça mon message ce matin. Est-ce que ça répond à ta question, Joy? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et je vais aussi m'adresser à Audrey. Audrey, actuellement, vous êtes stagiaire à Hydro-Québec. C'est normal que, est-ce que, par exemple, au niveau de ce que vous apprenez, ce que vous faites à Hydro-Québec, est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce que vous Ben, apprenez, est-ce que vous apprenez, est-ce que vous pensez que on vous offre pas une autre carrière que vous n'aimez pas? Ou bien est-ce que vous pensez que vous êtes encore dans votre domaine? bon, là, c'est une question, il faut que je fasse attention parce que Grégory est là, puis c'est Grégory qui m'a recruté, mais non, je vais être totalement honnête, là. Je suis une personne à la base qui se posait pas trop de questions, puis qui fait pas mal juste foncer. Donc, quand j'ai une opportunité qui s'offre à moi, je fais juste la prendre, puis je m'arrange après avec qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est presque ça qui est arrivé avec Hydro-Québec. Là. Tu sais, les discussions ont été très, très, très rapides pour que j'aille ce projet-là, pour que je rentre dans l'entreprise. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis, ça a fait en sorte qu'en septembre 2020, ben, je suis rentrée à Hydro-Québec sans trop avoir d'attente, sans trop savoir qu'est-ce que j'étais pour faire. Puis, dans le fond, en arrivant là, je me suis très bien fait prendre en charge par Grégory puis Bertrand. Là. Ils m'ont tout de suite commencé à m'assigner sur des projets. Puis je pense qu'on essayait de voir un peu où est-ce que j'avais le plus de valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec moi. Fait que ça s'est pas tout de suite dirigé vers l'approvisionnement responsable. On avait un petit peu ça en tête, que ça allait pousser dans cette direction-là. Mais je pense qu'on attendait de voir un peu quel type de projet qui pouvait s'ouvrir, qu'est-ce que moi j'allais aimer, quelles allaient être mes orientations. Donc, je t'avoue que septembre, octobre, novembre, on bougeait pas mal, je touchais à un peu plus de choses. Puis là, ça a vraiment commencé à déboucher en approvisionnement responsable. Puis j'ai énormément appris pendant cette année-là suivante. Là. Moi, j'avais jamais vraiment fait rien qui était relié au développement durable puis à une responsabilité d'entreprise. C'était pas mal presque tout du nouveau pour moi. Tu sais, j'avais suivi quelques cours à l'école, j'avais fait quelques projets, mais c'était rien de très concret puis rien d'avancé. Donc, j'ai fait comme une belle année à essayer d'apprendre, à toucher plein de choses. Puis Hydro-Québec m'ont bien aidé à avoir certaines ressources. Tu sais, on a plusieurs départements, un département de développement durable, un département d'environnement. Ces personnes-là sont venues m'aider à me faire grandir comme employée. Fait que j'ai eu vraiment beaucoup de support. Ça a été vraiment super. Puis plus ça allait, plus j'ai monté un peu plus dans de la stratégie, opérationnalisation. Donc, je suis un petit peu devenue une personne ressources en approvisionnement responsable à Hydro-Québec. Donc, quand il y a des projets, des questionnements sur comment est-ce qu'on peut améliorer nos pratiques, qu'est-ce qu'on peut mieux faire, bien, les conseillers qui vont gérer un peu des dossiers, comme Grégory parlait au début, là, ils vont venir me voir puis ils vont demander bien, qu'est-ce qui est possible de faire. Puis moi, je vais vraiment essayer de voir. Puis ça, pour moi, c'est comme la job un peu parfaite. Parce que pour être honnête, je ne suis pas la personne la plus créative au monde, ce qui est un peu spécial quand je suis dans quelque chose de nouveau. Mais quand j'ai une facilité à faire des liens entre les choses, puis à voir c'est quoi les étapes à faire pour que quelque chose devienne un succès. Fait que ça fait en sorte que dès que je suis dans une salle avec quelqu'un à discuter, c'est très facile pour moi de venir à construire des idées, puis c'est ça que j'aime, puis c'est ça qui me stimule. Donc, tu sais, mon emploi, c'est presque seulement ça. Les personnes viennent me voir avec un problème, puis quelque chose qu'ils aimeraient améliorer. Puis là, eux autres, ils lancent quelques pistes de solutions.
Puis dans ma tête, j'essaie tout de suite de faire des liens, voir qu'est-ce qui est possible, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire cheminer. Puis avec les discussions, ce que j'adore, ça fait vraiment grossir les idées. Fait que c'est toujours, toujours du travail d'équipe, super stimulant, toujours des choses nouvelles à chaque jour, là. OK, merci. Donc, on va revenir un peu au niveau de nos comment on appelle, nos élèves. C'est-à-dire, vous êtes élève au secondaire. Essayez de revenir en arrière, essayez de voir comment, quand vous étiez au secondaire, comment vous avez choisi votre cursus scolaire, la suite, c'est-à-dire l'université, bien le collège, et comment ces choix-là ont un peu influencé votre travail d'aujourd'hui, votre métier d'aujourd'hui. Je vais y Ben, aller, je peux pas. Audrey? Vas-y, Greg, vas-y. Ouais, non, c'est ça. En fait, quand j'étais au... Moi, j'ai fait mes études en partie en Afrique et au Portugal, là. Mais quand j'étais je ne les ai pas faites au Canada, mon secondaire. J'ai immigré et j'ai fait mes études, j'ai fait le parcours scientifique. Et là, j'ai une note. Mon père, il devait me payer mes études au Canada. Puis il m'a dit, il faut que tu rentres dans une université, la meilleure université que tu peux rentrer avec tes notes. Fait que j'étais correct en maths. Fait que je suis rentré à l'école polytechnique. Mais c'était plus à 17 ans, quand je suis rentré, je ne savais pas trop où m'en aller, là. J'ai juste pris où j'étais le meilleur et je suis rentré à l'université comme ça. Par contre, ce que j'ai fait comme bon coup, je pense, c'est que je suis rentré dans un programme où j'avais la chance, la première année, de toucher à tout à l'école polytechnique. Donc, ça, c'était bon parce que tu pouvais choisir des cours de mathématiques, chimie, physique, dessin, peu importe, mécanique. Puis en fonction de ce que tu ta préférence, après, tu pouvais te spécialiser dans les années à venir. Donc, quelqu'un qui ne sait pas trop encore ce qu'il veut faire, prendre un programme où l'entonnoir est dans l'autre sens. Donc, ils prennent à peu près tout le monde avec des notes correctes, là, pas des notes super, mais des notes correctes. Et après, ils vont donner une chance aux coureurs. Moi, j'ai bien aimé ce système-là. On te donne tant que tu étudies, tant que tu fais les choses qu'il faut faire, tu n'es pas exceptionnel, mais tu continues à travailler, tu es constant et rigoureux. Moi, j'ai bien aimé ce système-là versus l'autre entonnoir. On va penser par exemple à la médecine, où c'est l'entonnoir comme ça, où là, tu dois être le meilleur dès le début, puis après, c'est un peu plus facile, pas plus facile, là, mais tu ne vas pas perdre ta chance de te graduer, excusez-moi le terme, là. Donc, moi, c'est ça un petit peu qui a drivé ma décision, Joyce. C'était un programme le plus général possible, mais quand même rigoureux et difficile pour qu'à la fin, j'ai un diplôme qui me permette de faire un petit peu ce que je voulais. Et je laisse la parole à Audrey là-dessus. Et ce que je n'avais pas aimé en génie chimique, à l'époque, par exemple, quand ce que j'avais fait, et pourquoi je suis allé un peu en business, c'est qu'il n'y avait pas d'usine au centre-ville, right? Tu n'as pas une usine de transformation de pétrole downtown Montréal. Et je ne voulais pas vraiment partir en région. Donc ça, c'était quelque chose qu'il faut regarder aussi qu'à la fin de ton programme, c'est quoi le type de poste que tu vas aspirer. Puis si tu n'aimes pas le travail de terrain, génie chimique, c'est peut-être pas le meilleur choix, là. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, tu vas retomber sur tes pattes. Mais pour faire tes preuves, tu risques de devoir aller en région un petit peu. Audrey, dans ton cas, c'était quoi? Moi, dans mon cas, je recommande là, essayer d'avoir le plus d'expériences différentes d'emploi jusqu'à temps que vous décidez qu'est-ce que vous voulez faire. Euh, Avant que je rentre à l'université, j'avais déjà travaillé dans des systèmes ERP, fait que dans des chaînes de production, puis voir les systèmes informatiques. J'avais refait un peu les systèmes informatiques pour comment scanner des barcodes. Fait que quand tu scannes un barcode, ben, ça pouvait te donner les données. Fait que j'avais fait de la programmation avec ça. Après ça, j'avais été entraîneur de volleyball. Fait que j'avais touché un peu plus à pédagogie, leadership, gestion d'équipe, gestion d'entraînement, gestion de tournoi, toutes ces choses-là. Après ça, j'avais travaillé au IGA en étant caissière. Fait que, c'est une autre expérience que tu peux aller chercher l'essence terrain. Après ça, j'avais travaillé dans un laboratoire de dentier. Là, fait que j'avais fait un petit peu du manuel pour faire des dentiers, faire des prothèses. Puis j'avais vraiment réalisé que le manuel, ce n'était pas pour moi. J'aimais vraiment, vraiment pas ça.
quand j'avais fait IGA, j'avais réalisé le service à la clientèle, ce n'était pas pour moi. J'avais pas la passion du service à la clientèle. Fait que, tu sais, plus on fait différents emplois, plus on apprend de nous. Donc, tu sais, avant même que je choisisse mon parcours universitaire, j'avais déjà plusieurs emplois différents que j'avais passés. J'avais vu que les gestions de chaîne de production, l'informatique m'avait un petit peu plus intéressée. J'aimais beaucoup un peu ce qui était physique. J'aimais un peu construction puis tout. Donc, je me suis essayée puis j'ai rentré à Polytechnique Montréal, moi aussi, en génie civil. J'ai réalisé après une session que le génie n'était pas pour moi. J'ai j'ai vraiment haï génie civil. Là. Ce n'était vraiment pas pour moi. Puis finalement, ça me fait toujours rire parce que j'ai tellement pas aimé mon cours de béton et de matériaux. C'est le cours que j'ai le plus haï. Puis vous voyez, mon projet dans les derniers temps, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec le béton pour qu'il soit plus responsable. Donc, c'est toutes les expériences que j'ai accumulées. Quand tu rentres en achat, après ça, tout devient comme utile. Donc, bref, je suis arrivée à Polytechnique, je n'ai pas aimé. Donc, après une session, j'ai fait ciao, bye, Polytechnique. Puis, j'ai rentré à HEC Montréal. Donc, un peu même idée que Grégory, je savais plus trop quoi faire. Donc, j'ai rentré dans c'est quoi le plus large qui existe à l'université. Entre vous et moi, c'est pas mal en administration des affaires. Tu peux sortir et faire presque n'importe quoi après que tu sois rentré là-dedans. Donc, j'ai rentré en administration. Tu as 2 ans, tu as 1 an de tronc commun. Donc, tu as 1 an que tu vas faire du marketing, de la comptabilité, de la gestion des opérations, même 1 an et demi presque de cours obligatoires que tu vas être obligé de faire. Donc, pendant cette année-là et demie, tu peux apprendre à te connaître, tu peux voir où est-ce que tu as le plus d'affinités. Tu as encore la possibilité de faire des stages parce qu'en 1 an et demi, tu prends l'été. Fait que tu peux essayer un certain emploi avant de prendre ta décision. Donc, c'est ça que j'ai fait. Je suis venue à travailler en logistique. Donc, j'ai travaillé pour une compagnie de meubles qui gérait la logistique des différents meubles et les installations. Donc, j'ai fait travailler dans des contrats, dans de la logistique, dans des chaînes de production, comprendre les retards de production. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, j'ai choisi la la spécialisation du parcours continu un petit peu comme on vous avait dit. Fait que mon conseil, c'est vraiment le maximum d'opportunités de travail différentes que vous pouvez avoir avant de devoir faire une décision. Ça va toujours vous aider, que ce soit du bénévolat, du travail, même le bénévolat, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse, puis j'ai appris des choses différentes en le faisant. Ok, je vous remercie. Je vois, je ne sais pas si je me trompe, je vois que c'est deux parcours différents. Elle a fait plusieurs pratiques, plusieurs stages avant de se retrouver. Pendant que Grégory, lui, il a commencé à faire d'abord l'âge, il a fait tout d'abord et ainsi de suite, s'est retrouvé après. Mais Grégory, est-ce que tu peux me dire à partir de quel moment tu as su que ce domaine était le tien? Je pense que c'était quand à la STM, je pense qu'à la STM, quand je suis rentré à mon 3e emploi seulement, j'ai su que je pouvais apporter une valeur ajoutée par le fait que j'étais moyen dans tout. Donc, le fait que je connaisse un peu tout de manière générale, là, j'ai dit, ah, OK, là, j'ai une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que les gens commençaient à me faire confiance. Je n'étais pas forcément un expert en légal, un expert en commercial, un expert en maths, un expert en administration de contrat. Non, j'étais moyen dans tout. Et, et là, j'ai vu que j'avais une valeur ajoutée à aider un directeur de projet qui avait besoin qu'on lui sorte ses appels d'offres là. Donc, c'était vraiment plus. C'était là que je me suis dit, OK, là, j'aime ça, là, j'ai une valeur ajoutée, je peux continuer là-dedans. Là. Fait que là, j'ai fait un bon 5-6 ans là, à la STM. C'était ça mon déclic. Et puis, juste pour faire un point aussi sur ce qu'Audrey a dit, j'ai passé Audrey en entrevue, là, une espèce de discussion avant qu'elle rentre. Et ce qui m'avait marqué dans son entrevue, c'était une chose qu'elle a dit. C'était son emploi dans les meubles. Donc, elle travaillait, elle avait une job là, où elle devait s'occuper de livrer et d'installer des meubles pour peut-être des entreprises commerciales ou autres. Et là, j'ai vu qu'elle touchait à tout.
aussi bien de la relance de fournisseurs, aussi bien de la négociation, aussi bien des problèmes qui arrivent du jour au lendemain, aussi bien des problèmes légaux, des problèmes terre à terre, terrain. Et donc, je l'ai juste demandé, explique-moi qu'est-ce que tu faisais dans cette job-là. Elle m'a tout expliqué. Donc, le message qu'on vous envoie là, c'est une job, il n'y a pas de petite ou grande job. Là. Il y a des jobs où on doit se donner à fond et des jobs, on avait 2-3 personnes chez Bombardier où leur premier job était McDonald's. Et puis, c'était les meilleurs sur le plancher, là, le McDo, là, ceux qui avaient passé par le McDo, là, de loin les meilleurs. Là. Donc, tu vois, je vais juste refermer la parenthèse d'Audrey qui disait touche un maximum de jobs, mais dans ta job aussi, touche au maximum de choses. Donc, tu choisis des jobs parfois qui te permettent d'ouvrir ton éventail d'opportunités. Donc, moi, le déclic était là. Quand j'ai réussi à toucher à tout la STM, j'ai adoré là, parce que tous les jours étaient différents. Donc, aussi bien un jour, je faisais un contrat de service, un jour de bien, un jour, je faisais un petit peu de formation, un jour, j'allais sur le terrain, un jour, je faisais de la négociation, un jour, je faisais une analyse de 2 enveloppes, j'allais sur, excusez-moi les termes là, mais je publiais des contrats. Donc, tu crées après des niches et c'est super intéressant. Merci. Je dis à tout le monde que vous pouvez poser directement votre question ou vous pouvez passer par le chat. Donc, les questions sont ouvertes. Vous pouvez les poser directement ou en passant par le chat. En français, anglais, espagnol, allemand, la langue que vous voulez. C'est polyglotte ce matin. OK, tout le monde? Okay. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas poser vos questions. OK. Et donc, moi, j'allais bien. Ah, ça a coupé ton micro, Joy. OK. Bon, je reviens sur le... Vous m'entendez maintenant? Très bien. OK. Je reviens bien sur le métier que vous faites. Quand j'ai vu, d'abord, ingénieur chimiste, j'ai vu environnement, j'ai pensé à tout sauf à l'approvisionnement. Moi, je voyais climat, je voyais, voilà, tout ce qui est rapport à l'environnement. Mais là, vous avez parlé des achats, de fournisseurs ou autres. Donc, pouvez-vous m'expliquer exactement le métier et ce que vous faites? Comment vous procédez? Je vais t'expliquer. En fait, le métier d'acheteur, il répond à un besoin interne. Donc, pense à un hôpital. On va faire ça simple. Un hôpital, il a besoin de matériel, on va dire, un scan. Tu te casses la jambe, il faut aller vérifier la fracture. Pour vérifier ta fracture, tu as besoin d'une machine, un IRM ou un scanner. Il faut l'acheter. Mais ce n'est pas toi c'est le médecin qui décide, j'ai besoin d'un scanner. Fait que là, il va appeler le département des achats. C'est nous. Bonjour, département des achats. J'ai besoin d'un scanner telle marque, maximum tel prix, qui va faire telle chose. Et nous, avec les avocats, avec les comptables, on va estimer un petit peu le montant, on va prendre leurs requis et on va aller sur le marché, Joy. On va aller demander au fournisseur qui est capable de fabriquer un scanner selon tel principe. Et nous, on est garant du processus. Okay? C'est quoi le garant du processus? C'est-à-dire que dans une entreprise publique comme Hydro-Québec, on veut te garantir qu'il y ait une équité, une transparence dans le processus d'achat. Je ne peux pas aller choisir tel fabricant de scanner parce qu'il faut que je respecte certains accords commerciaux. Donc ça, c'est un peu notre job, respecter un processus d'achat qui est établi par la compagnie dans laquelle tu travailles. Où j'ai bien aimé ton introduction par rapport à l'ingénieur chimique / environnement. Pensez à tout ce qui est gaz à effet de serre, pensez entre tout ce qui est retombées régionales, achats locaux, genre de choses. Donc, si on veut favoriser, par exemple, les achats locaux dans nos appels d'offres, pour relancer l'économie locale, c'est quelque chose que nous, on a la possibilité de venir influencer nos requérants, / dans mon exemple, les médecins à l'interne. Donc, moi, dans mon cas, quand je suis rentré chez Hydro-Québec, j'étais responsable d'acheter les services de coupage de branches, d'élagage, on appelle ça dans le terme, d'élagage des branches d'arbres pour venir s'assurer que le réseau d'Hydro-Québec d'électricité ne perd pas de puissance avec des branches qui leur tombent dessus en fonction des tempêtes ou autres pluies. Donc, nous, on dépensait 150 millions par an en fournisseurs externes, entre 60 et 120 là, par an en fournisseurs externes.
Donc, c'est un petit peu ça. Après, on va venir négocier le contrat quand le prix tombe. Puis après, on va venir l'attribuer. Puis après, il y a des compagnies aussi, tu vas le gérer. Donc, tu vas venir gérer le contrat aussi s'il y a un problème, si le travail est bien fait, s'il est bien suivi. Donc, c'est vraiment, ça répond à plein d'aspects. Le mot-clé, c'est le cycle d'achat. Donc, de la préparation du besoin jusqu'à l'administration du contrat. C'est comme un petit peu partir en voyage. Il faut que tu aies un avion, il faut que tu aies un hôtel, il faut que tu t'organises, puis après, il faut que tu vives le voyage. Là. Donc, nous, on est un petit peu les garants du processus du voyage pour le besoin à l'interne. Ça répond un peu à ta question? Tout à fait, ça va, tout à fait. Parfait. Après, j'ai une question de Alexis qui demande la différence entre un ingénieur mécanique et chimique. Le mécanique, lui, ça va être plus la mécanique des fluides. Donc, lui, c'est tout ce qui est liquide. Donc, lui, il va désigner, il va design, il va comme fabriquer, excuse-moi, là, les usines d'un point de vue mécanique de fluide. L'ingénieur chimique, c'est plus les gaz. Donc, nous, on va designer tout ce qui tourne autour du gaz, mais les deux se ressemblent beaucoup en termes d'ingénierie. Pense par exemple, l'ingénieur chimique, il peut avoir aussi des connaissances en pharmaceutique. Donc, on va venir travailler dans les fabrications d'usines. Par exemple, pour faire un nouveau vaccin, tu auras besoin d'ingénieurs chimiques. Mais bien sûr, l'ingénieur mécanique va être important aussi, là, mais peut-être plus pour une usine de fabrication de voitures. Là, j'aurais plus besoin d'un ingénieur mécanique qui va venir désigner peut-être un outil plus précis. Nous, on va venir fabriquer tout ce qui est la mécanique autour des gaz plus. Donc, une usine aussi de Coca-Cola, tu prends un ingénieur chimique, l'alimentaire, le pharmaceutique a besoin d'ingénieurs chimiques, l'ingénieur mécanique plus les industries manufacturières / automobiles. De rien, monsieur Alexis. Autre question? J'ai vu qu'il y avait une association, pendant que vous présentiez, j'ai vu qu'il y avait une association aussi, puis des groupes d'achat public en Ontario. Là. Donc, j'ai juste tapé Supply Chain Ontario à acheteur public. Puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui sortaient aussi. Là. Si vous voulez avoir plus d'informations sur nos métiers, c'est intéressant aussi pour voir ce qui se fait plus en Ontario. Là. Nous, on est plus du côté Québec. Là. On les vient maintenant à Hydro-Québec, à la fonction encore, la fonction. Là, au niveau de responsable de l'environnement, de l'achat que vous faites, est-ce que par exemple là-bas, il y a des métiers connexes? Est-ce que, hormis achat, dans le domaine, il n'y a pas autour des métiers qui se ressemblent, qui travaillent ensemble, dans le même domaine, dans le même service? Ben, par exemple, moi, en approvisionnement responsable, il va y avoir le conseiller d'approvisionnement qui va vraiment plus gérer la relation fournisseur, l'écriture du contrat, etc. Il va y avoir moi qui va venir faire un certain lien entre d'autres départements d'Hydro-Québec, donc un expert de développement durable, un expert en environnement, puis on va un peu tous se mettre ensemble pour décider quel type de contrat qu'on veut faire. Il peut aussi avoir le requérant. Le requérant, c'est dans l'exemple de Grégory, les médecins qui voudraient avoir un achat. Là. Donc, ils vont venir avec nous, ils vont dire mon achat, c'est telle caractéristique que j'aimerais. Donc là, le conseiller, donc la personne qui gère le contrat va prendre ça un petit peu en charge et comprendre. Ils vont venir nous voir avec ce besoin-là. Puis ils vont nous demander qu'est-ce qui est possible de faire pour être plus axé vers le développement durable. Donc, on peut voir est-ce que c'est possible de revoir le mode de packaging, donc l'emballage, est-ce que tu sais, toutes ces choses-là. Ou sinon, quand on est chanceux, ça va être la personne qui définit qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc, on va venir parler au médecin même, puis on va lui demander est-ce que tu as vraiment besoin de cette spécification-là précise qui fait en sorte qu'on achète un produit moins responsable? Donc, ça dépend vraiment du niveau d'implication de chacune des parties, mais ça arrive très, très, très souvent qu'on va communiquer avec d'autres départements pour venir à prendre les meilleures décisions. Ok, merci. Une autre question, c'est maintenant la question qu'on pose souvent, c'est au niveau de la rémunération.
niveau de la rémunération, vous savez bien que la rémunération, c'était aussi un facteur important. Donc, pour ne pas être trop curieux, de façon globale, quelle est dans le secteur la rémunération dans le secteur de façon globale? Est-ce que tu sais ce chiffre, Audrey? Moi, je me rappelle que quand Mhm. j'étais à HEC, Mhm. les données qui nous avaient sorties là, quand on regardait, là, c'était acheteur avec bac et tout, là, commençait plus alentour de 45, puis ça montait, puis tu peux avoir une moyenne de 60. Mais là, ça dépend. Tu vas dans quelle compagnie, ça dépend quel niveau tu vas avoir. Là. Nous, qu'est-ce qu'ils nous avait présenté? Je pense que c'était plus acheteur opérationnel. Fait que ça peut monter plus si tu vas venir un acheteur stratégique. Donc, c'est quand même assez. Je pense que c'est un domaine qui a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Donc, ça peut faire un écart de salaire très, très large qui fait que les moyennes sont peut-être un petit peu plus faussées parce qu'autant qu'il y a des entreprises qui vont considérer que l'achat, c'est une des fonctions les plus importantes de l'entreprise parce que ça nous permet de faire des bons choix puis d'avoir des meilleurs produits puis tout. Donc, ces entreprises-là vont peut-être apporter une plus grande valeur, autant qu'il y en a qui ne vont pas nécessairement avoir tant besoin de l'achat, donc ça va plus être de l'opérationnalisation, puis ils vont moins le voir comme une valeur. Puis dans les postes d'acheteurs, il y a tellement une panoplie de qu'est-ce que tu peux faire que ça peut bouger beaucoup. Tu sais, c'est sûr qu'une personne qui fait vraiment de l'opérationnalisation puis de l'entrée de données va être un petit peu moins payée cher qu'une personne qui fait des stratégies puis qui est plus haut classée. Donc, c'est très difficile à répondre comme question. Là. C'est vraiment un panoplie de solutions possibles. OK. OK. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser directement ou par le chat, dans le chat. Puis si vous avez des questions après la rencontre aussi, n'hésitez pas à les envoyer à Joy. On pourra lui répondre, puis il vous fournira les réponses aussi, là. Si vous voulez un jour regarder aussi les offres d'emploi, dépendamment où vous êtes situé aussi, là, je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'applique dans votre cadre de vie familiale ou professionnelle, mais tout est à jour sur le site d'emploi d'Hydro-Québec. Là. Et tous les 2-3 mois, il y a des nouveaux postes qui sortent. Là. Donc, il y a des nouvelles, on appelle ça des boucles d'affichage. Là. Donc, c'est toujours intéressant aussi d'aller regarder, même pour des stages ou des emplois d'été. Il y a toujours des opportunités là-dedans là, qui peuvent survenir. Là. Puis il y a des stages où on ne demande pas de baccalauréat. Là. Ça peut être des stages pendant des études, on va dire, collégiales aussi. Là. Donc, il y a cette option, même et dans le domaine des achats, bien entendu. Là. Ça va? Oui, ça va. Donc, bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Peut-être que les questions que j'ai posées, c'est aussi des questions, certainement. Et donc, voilà. Donc, on a encore 10 minutes. Les 10 minutes, je vous passe encore la parole pour que vous donnez des conseils, compte tenu de votre choix, de votre parcours, des conseils aux élèves dans leur choix de métier. Là, il veut que chacun donne son expérience parce que quand j'ai écouté les deux, vous deux, j'ai un peu de différence et puis ça peut aider. Ça peut aider les élèves. Donc, j'aimerais que vous donniez des conseils aux élèves par rapport au choix de leur carrière, choix de leur métier. Je suis en mute. Je suis désolé. Ouais. On n'a plus le droit à ce genre d'excuses là en 2022. Là. Ma, 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 ma famille vient d'arriver, fait qu'il faut que je me déplace. Sinon, vous allez entendre les cris. Ça va être un peu plus compliqué. Je me monte, je vais dans une chambre cachée là. Mais pour répondre à ta question, c'est un peu ce que disait Audrey tout à l'heure. C'est que prends des jobs au début que tu dis, oh, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas trop, mais touche à tout dans la job en question. Moi, j'ai fait des travails, par exemple, j'ai fait des stages ouvriers dans des usines de pâte et papier dans le nord de la France. Et je sais que je n'aimais pas ça, mais je l'ai fait un petit peu, mais au bout de 3 mois, j'ai dit, j'aime pas ce genre de métier. Je ne suis pas manuel, je ne suis pas travailleur en usine. C'est pas quelque chose qui me plaît. Donc, j'ai dû un petit peu revoir mes concentrations d'études à Poly, là, parce que je ne voulais pas être sur
travailler dans des usines. Après, l'autre conseil que je donne, c'est de ne pas c'est important aussi les langues, là, même si Hydro-Québec, c'est peut-être un peu moins, là, c'est beaucoup français. Par contre, ça, à l'interne, tu peux toujours avoir des contacts avec des personnes de différentes cultures aussi. Donc, c'est toujours intéressant pour ton réseau social d'avoir cette carte de langue et de culture avec toi aussi, là. Donc, je te laisse la parole, Audrey, parce que j'ai un copain qui vient de rentrer qui m'a trouvé dans ma cachette. Salut, mon amour. Ben, moi, de mon côté, je pense que je l'ai dit un peu, là, essayer d'avoir le maximum d'expérience avant d'avoir à faire une décision. Comme ça, on sait qu'est-ce qu'on n'aime pas. Euh, et essayer de faire du bénévolat. Le bénévolat peut souvent ouvrir des portes à des choses comme 1 ou 2, 3 journées, des fois une semaine. Moi, j'avais fait, un moment donné, je me demandais si je voulais être vétérinaire, donc j'avais fait une semaine de bénévolat dans un centre de réhabilitation d'oiseaux sauvages. Donc, pendant une semaine, j'avais suivi un groupe de médecins, pas médecins, là, ils n'étaient pas officiellement vétérinaires, sauf qu'il y avait ils pouvaient quand même pratiquer un certain niveau, là. Donc, je les avais suivis pendant une semaine, m'occuper des oiseaux, comprendre les difficultés qu'ils pouvaient avoir. On n'avait pas juste des oiseaux, on pouvait avoir des bébés lapins, des choses comme ça. Donc, ça a été une semaine que j'ai beaucoup, beaucoup appris. Puis j'ai réalisé que finalement, j'aimais pas trop ça, voir des animaux souffrir, même si j'étais là pour les aider. Fait que ça m'a tout de suite réaligné vers un autre chemin. Puis j'ai eu plusieurs expériences de bénévolat. Tu sais, j'ai travaillé dans des bibliothèques pour voir si j'aimais ça, plus des notions administration, système, gestion. Donc, tu sais, plus on est capable de toucher, plus on peut se faire une tête à ce qu'on n'aime pas. Puis après ça, ben, c'est plus facile quand tu arrives dans des études, puis il faut que tu fasses des choix ou il faut que tu choisisses des stages parce qu'un stage demande quand même un peu plus d'engagement que le bénévolat te demanderait. Donc, il y a beaucoup d'opportunités à aller chercher qu'on va peut-être pas assez chercher pour qu'est-ce qui est la notion du bénévolat. J'aurais une question pour toi, Audrey. Je me demande comment ça s'est passé, le passage à l'autorité, quand tu as commencé à travailler. Comment tu as géré l'autorité d'avoir un supérieur ou des responsabilités? Ben, côté responsabilité, j'étais déjà dans une famille que tu t'arranges assez vite toute seule. Mes parents, on pose pas une question 2 fois, puis je te répéterai pas ce que je viens de te dire. Fait que si je comprenais pas, il fallait que je m'arrange toute seule pour avoir ma solution. Fait que ça a fait que je suis devenue autonome assez rapidement dans ma vie. Puis ça m'a beaucoup aidée parce que je suis rentrée pendant le temps COVID. Donc, pendant le temps COVID, tu sais, Grégory puis Bertrand, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour bien m'accueillir à Hydro-Québec, mais ils ont quand même leurs obligations à remplir. Puis vu que c'est en COVID, ben, il faut que tu organises des meetings pour les voir. Tu sais, ils ne peuvent pas juste te croiser dans un corridor. Fait que, tu sais, il y avait des meetings organisés, ils me supervisaient, ils m'aidaient, mais jusqu'à un certain point, c'était pas la même relation que si je serais rentrée dans une vraie vie, on va dire. Donc, ils m'ont donné des mandats, des choses comme ça pour me débuter. Puis, à cause de l'autonomie que j'avais déjà plus, à cause de mes expériences de travail, tout ce que j'avais touché dans ma vie, mais ça m'a comme bien parti. Puis, côté autorité, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'autorité. Moi, je pense que c'est plus une notion de respect entre les 2 personnes. Moi, c'est ça que je trouve qui est beaucoup plus important que les notions d'autorité. Je pense qu'avoir, un supérieur qui se voit plus comme un mentor, une personne qui va t'aider à avancer, qu'un supérieur à toi, donne une relation de travail beaucoup plus belle. Moi, quand je suis arrivée dans cette équipe-là, j'ai jamais senti que Bertrand ou Grégory se sentaient meilleurs que moi, puis qu'ils voulaient un peu me dire quoi faire, puis je pouvais pas évoluer. Tu sais, ça a été tout l'inverse, là. Je pouvais parler assez librement tout en étant poli, structuré et tout ce qui va alentour de ça, là, mais j'avais un bon droit de parole, puis il m'écoutait beaucoup, il prenait beaucoup ce que je disais en considération. Donc, je pense que, tu sais, souvent, quand on est jeune, on a un peu peur de nos supérieurs. Tu sais, on se dit, ils ont plus d'expérience que nous, ils peuvent être fermés, ils peuvent s'attendre à beaucoup de nous. Tu sais, je pense que c'est une notion qui nous fait beaucoup peur, surtout quand on est plus jeune.
Puis quand on arrive sur le marché du travail, on réalise que nos supérieurs, ils ont passé par où est-ce qu'on a passé. Ils ont appris d'être à notre place, puis ils comprennent c'est quoi qu'on a besoin, c'est quoi qu'on veut. Puis leur but ultime, c'est quand même de nous faire grandir dans la majorité des cas, là. Donc, moi, ça l'a super bien été. J'ai jamais vraiment senti une notion de pouvoir malsain, on va dire. Là. Ça a toujours été du partenariat entre nous deux, du mentorat. Puis l'arrivée a très bien été aussi, là. Mais côté supérieur, puis tout, là, ayez pas peur de parler, ayez peur de donner vos idées, allez de l'avant, donnez vos idées, donnez ce que vous pensez. Mais si vous donnez une idée, faites juste bien la structurer, comme les gens, ils veulent juste entendre ça. Être plus jeune, avoir des nouvelles idées, être nouveau dans une compagnie, ça fait que tu as une vision totalement différente des personnes que ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, parler, dire son opinion, bien s'exprimer, il n'y a aucun tort à ça. C'est même bien apprécié dans la majorité des compagnies, là. Fait qu'ayez pas peur d'aller de l'avant avec vos idées. OK, merci Audrey. Merci Guéori. On a terminé avec le webinaire. Vraiment, merci d'avoir partagé vos expériences. Merci pour les conseils que vous avez prodigués aux élèves. Je ne sais pas combien de fois, mais je voudrais dire ce merci parce que vous avez pratiquement accepté de façon automatique de participer à ce webinaire et vous l'avez fait de façon magistrale. Donc, je vous remercie. Et aussi, je remercie tous ceux qui étaient présents. Je profite pour l'informer que tout à l'heure, à 12h30, il y aura l'atelier sur les compétences essentielles présenté par le groupe Million. Donc, vous pouvez vous connecter à 12h30 pour suivre l'atelier sur les compétences sociales. Donc, Audrey Mignard, je vous remercie. Merci encore. Merci à tous. OK, bonne journée. Bonne chance pour la carrière. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Joy.